Bonjour, chers élèves de la deuxième année baccalauréat sciences mathématiques A. Ravi de vous avoir revu une autre fois dans ces séances de révision et de consolidation des apprentissages de la première année sciences mathématiques. Voilà, aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième séance de révision et de consolidation. Concernant bien sûr l'unité 2, intitulée « La nature de l'information génétique et mécanismes de son expression et le génie génétique ». Voilà, nous allons fixer comme d'habitude nos objectifs de cette séance-là. Ensemble, nous allons consolider les connaissances relatives à l'expression génétique et nous allons se rappeler de concepts très importants, à savoir la notion de caractère héréditaire, du gène, de l'allèle, de la mutation. Également, on va faire ressortir, on va mettre en évidence la relation gène-protéine et la relation protéine-caractère. Et nous allons étudier en détail les différentes étapes de synthèse des protéines. Ensuite, nous allons consolider, en même temps, bien sûr, au fur et à mesure, certaines habiletés, à savoir le raisonnement scientifique et la communication, ou bien les communications écrites, orales et graphiques, bien sûr, qui rentrent dans la communication scientifique. Donc, cette séance-là, elle sera consacrée à l'expression de l'information génétique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un caractère héréditaire, un gène, un allèle ou bien une mutation? Donc, on va commencer par le premier concept. Chaque individu, donc il y a une citation très importante, c'est qu'on dit que nous sommes tous semblables, mais nous sommes tous également différents. Ça veut dire que chaque individu présente les caractères héréditaires de son espèce. Avoir un nez, avoir des yeux, par exemple, ça concernant l'espèce humaine. Mais chaque individu présente des caractéristiques spécifiques à cet individu-là, à lui-même, qui le différencie des autres individus de la même espèce. Par exemple, quelqu'un qui a les yeux bleus est différent de quelqu'un qui a les yeux marrons. Ou bien quelqu'un qui a un groupe sanguin A est différent d'un autre qui a un groupe sanguin B. On appelle ça les caractères individuels. Voilà. Certains caractères peuvent être hérités des parents par reproduction sexuée. On les appelle les caractères héréditaires. D'autres sont liés à des facteurs environnementaux et à des modes de vie. Ici, par exemple, un caractère non héréditaire lié à l'exposition au soleil. Vous voyez bien que les zones non exposées au soleil n'ont pas été bronzées. C'est parce qu'ils étaient cachés du soleil. Voilà. Donc, la notion de gène et d'allèle. Donc, tous les êtres vivants, que ce soit l'espèce humaine, les animaux, les végétaux, les bactéries et les champignons, sont tous constitués d'unités qu'on appelle la cellule. La cellule est constituée principalement, ou bien sa structure de base, donc on distingue la membrane cytoplasmique, le cytoplasme, et bien sûr le noyau, qui est le siège de l'information génétique, porté bien sûr, comme vous l'avez vu, par les chromosomes. Donc, le noyau contient les chromosomes et ces chromosomes-là sont porteurs de gènes et chaque gène peut avoir plusieurs versions qu'on appelle des allèles. On les a représentés par exemple ici avec grand A, petit a et ainsi de suite. Donc, voilà, on va donner des exemples chez l'espèce humaine. Par exemple, la paire de chromosomes numéro 9 porte le gène responsable de la couleur de la peau. Par exemple, elle porte également le gène responsable du groupe sanguin. Voilà. Un autre exemple, toujours chez l'espèce humaine, le chromosome ou bien la paire de chromosomes numéro 7 porte le gène de la viscosité du mucus. Donc, on va voir ça en détail. Si un cas normal, c'est un individu normal, le cas malade présente un mucus épais et difficile à évacuer et l'individu est atteint d'une maladie qu'on appelle la mucoviscidose.
Chez l'espèce humaine toujours, on va s'intéresser cette fois-ci au gène, le seul gène qui gouverne ou qui code pour le groupe sanguin. Vous savez bien que chez l'espèce humaine, en considérant le système ABO, il y a 4 groupes sanguins distincts. On a le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Donc, ce système-là est caractérisé par plusieurs versions A, B et O qu'on appelle des allèles. Donc cet exemple-là est vraiment intéressant. Il marque une chose, c'est qu'il y a un seul gène, le gène du groupe sanguin, qui est représenté par 3 allèles A, B et O. Et ces 3 allèles vont donner 4 groupes sanguins différents chez l'espèce humaine, à savoir le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. Ce gène-là, il est porté par le chromosome, la paire de chromosomes numéro 9. Ici, par exemple, on a un individu qui a hérité 2 allèles de type grand A, donc ça sera un individu de groupe sanguin A. Maintenant, on va s'intéresser à la mutation. Donc, on va prendre un modèle ou bien un matériel biologique, ce qu'on appelle les levures. Donc, les levures, ce sont des champignons unicellulaires, l'espèce Saccharomyces cerevisiae, qui se multiplient par bourgeonnement. Donc, ce type de division, on l'appelle le bourgeonnement. Donc, et en se divisant, en se multipliant par reproduction asexuée, par de simples mitoses, une seule cellule va donner une colonie qui sera visible à l'œil nu. Et cette colonie-là, puisqu'il est formé d'individus ou bien de cellules tous identiques de point de vue génétique, on dit qu'ils forment un clone. Donc la culture de champignons va donner des colonies, ce que vous voyez, tous ces taches-là en rouge, et ainsi de suite. Donc, on va faire une petite expérience, on va cultiver des colonies rouges dans une boîte de pétri, vous voyez le résultat. Après, on va repiquer dans un autre milieu, toujours nutritif bien sûr, sur de la gélose. Et au bout d'un certain temps, on va trouver, ou bien on va constater qu'il y a apparition de quelques colonies blanches, avec un taux d'apparition qui ne dépasse pas les 3%. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qu'on appelle la mutation. C'est un changement brusque et rare, ou bien qui ne se passe pas tout le temps, et qui touche le matériel génétique. Et ici, on a un changement de caractère héréditaire. À partir de colonies rouges, il y a apparition de quelques colonies qui sont blanches. Voilà. Cette mutation peut être spontanée ou bien provoquée par des ultraviolets par exemple, ou bien des substances chimiques, etc. etc. Donc s'il touche des cellules somatiques, donc le nouveau caractère sera transmis uniquement dans le clone des cellules issues de la mitose. Mais si cette mutation affecte les cellules germinales, il sera transmis de génération en génération. Maintenant, on va passer à la relation caractère-protéine. Voilà, on va revenir à l'exemple, un bon exemple de la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose? Donc ici, vous voyez un individu normal qui possède des globules rouges normaux. Donc, ils ont une structure normale, ils réalisent leur fonction de façon normale, ils transportent l'oxygène, ils restent solubles et par conséquent, ils peuvent véhiculer facilement au niveau de petits capillaires sans aucun problème. Maintenant, si le cas d'un individu malade, voyez que ces globules rouges changent de forme, ils deviennent falciformes, sous forme de fossiles, et ils s'attachent entre elles et peuvent obturer les capillaires sanguins, ce qui cause beaucoup de problèmes circulatoires, bien sûr. On va un petit peu essayer de comprendre l'origine de cette maladie. Donc ici, vous avez une observation microscopique d'un globule rouge normal, qui reste bien sûr soluble et fonctionnel. Et ici, vous avez une observation microscopique d'un globule rouge falciforme. Vous voyez bien l'aspect fibreux. Donc, on va comprendre un petit peu d'où vient cet aspect fibreux. Donc, l'hémoglobine vont s'attacher entre elles et peuvent éclater la globule rouge. Et par conséquent, il y aura des problèmes comme on vient de le dire. Donc, voilà.
Donc ce caractère-là, puisqu'il est original, puisqu'il est avant qu'il y ait mutation, on va l'appeler le caractère sauvage. Alors que ce nouveau caractère acquis après mutation, on va l'appeler le caractère mutant, bien le caractère muté. Voilà. Donc ici, on va un petit peu ouvrir une petite parenthèse pour faire connaissance des protides parce qu'on aura besoin dans la suite du cours. Donc les protides sont constitués principalement d'une petite molécule qu'on appelle l'acide aminé. Comme son nom l'indique, c'est un mot composé. Donc il possède une fonction acide, COH, une fonction amine, NH2, plus un radical, c'est-à-dire une chaîne carbonée ou bien qui va différencier entre les 20 acides aminés naturels connus. Donc la liaison entre deux acides aminés peut donner un dipeptide, ce qu'on appelle un dipeptide, qui vont se lier avec une liaison peptidique, CONH, et formation bien sûr d'une molécule d'eau. On va symboliser un dipeptide avec deux cercles liés par ce trait-là symbolise la liaison peptidique. Donc, maintenant, si plusieurs acides aminés s'attachent entre eux, ils vont former une chaîne d'acides aminés, une séquence d'acides aminés, donc c'est une protéine. Cette protéine-là, ou bien ces protéines, peuvent être soit structurales, soit fonctionnelles, comme on va voir quelques exemples. Il y a les enzymes, il y a les hormones, il y a également les pigments. Voilà, revenons au problème de la drépanocytose. Donc la drépanocytose est caractérisée par l'apparition d'un acide aminé qu'on appelle la valine. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a fixation de la valine sur des poches situées au niveau de l'hémoglobine anormale qu'on note HbS, et vous voyez là, cette agglomération va donner naissance à des chaînes d'hémoglobine anormale attachées, liées entre elles, et c'est ce qui donne l'aspect fibreux de l'observation d'une hématie falciforme bien sûr. Donc vous avez là le caractère anormal ou bien le caractère muté. Voilà. Donc maintenant, l'hémoglobine est une molécule. On va s'intéresser à la protéine. Nous allons passer du niveau cellulaire au niveau moléculaire, c'est-à-dire la protéine. Donc l'hémoglobine, elle est constituée de 4 chaînes, 2 chaînes alpha et 2 chaînes bêta. Donc voilà, et plus bien sûr l'hème et le fer responsables de la fixation de l'oxygène. Donc bien sûr l'hémoglobine, il véhicule l'oxygène dans tout le corps et ça sert à l'oxygénation. Donc si on prend une petite partie de la bêta-globine, vous avez la succession d'acides aminés qui constituent cette protéine. Donc du bas vers le haut, la valine, l'histidine, la leucine, la tryptophane, la proline, l'acide glutamique. Maintenant si on prend la même partie, mais cette fois-ci dans l'hémoglobine anormale, qu'on a noté HbS. Vous voyez bien que l'acide aminé numéro 6, c'est la valine, donc remplace l'acide glutamique. Donc il y a une substitution d'un seul acide aminé par un autre. Donc ici, ce petit changement au niveau de la protéine va donner un changement au niveau du caractère. Donc si on a une protéine normale, HbA, les globules rouges seront de forme et de structure normale. Donc c'est un caractère normal. Si on a une protéine HbS, c'est-à-dire déformée, ou bien anormale, on aura des globules rouges falciformes et qui ne fonctionnent pas bien. Voilà. Maintenant, on va passer à une petite application. Donc, on va s'intéresser à l'albinisme. Donc, et sur les photos, donc, il n'y a pas que les humains qui sont albinos, il y a également les mammifères, les oiseaux, parce que c'est une anomalie due à une dépigmentation ou bien la non-production de la mélanine au niveau soit de la peau, soit des poils, soit par exemple des plumes, etc. Avec des yeux rouges, bien sûr. Tout ça, c'est à cause de l'absence de la mélanine. Donc, ici, ce document présente la voie ou bien les étapes de synthèse de cette mélanine. Donc, la mélanine est synthétisée à partir d'un acide aminé qu'on appelle la tyrosine, qui vient de la nourriture, bien sûr. Si on a de la tyrosine dans nos corps, il y a intervention de l'enzyme numéro 1 qui va transformer la tyrosine, l'enzyme numéro 1 qui est la tyrosinase, qui va transformer la tyrosine en L-dopa. Puis,
l'enzyme numéro 2 qui va donner la dopaquinone, puis une enzyme numéro 3 qui va donner la mélanine, ainsi de suite. Donc E1, E2, E3 sont des enzymes, et les enzymes, ce sont des protéines fonctionnelles. Maintenant, ce document-là présente un cas parmi les cas possibles qui aboutissent à l'albinisme, c'est-à-dire un individu qui n'a pas de pigment, c'est-à-dire de la mélanine. Maintenant, la consigne, à partir de l'exploitation de ces données, montrer la relation protéine-caractère. Donc c'est un bon exemple qui illustre la relation protéine-caractère. Donc ici, comme je viens de le dire, c'est le cas normal. Donc la succession se fait sans interruption, il n'y a aucun problème. Maintenant, dans le cas de l'albinisme, par exemple, il se peut que cette chaîne-là soit interrompue à cause d'une absence ou bien une défaillance de l'enzyme tyrosinase. S'il y a absence ou bien défaillance de la tyrosinase, il n'y aura pas de synthèse de mélanine et l'individu sera albinos. Et par conséquent, c'est un bon exemple qui illustre la relation entre une protéine fonctionnelle qui est l'enzyme et le caractère héréditaire, c'est-à-dire avoir une pigmentation ou voire ne pas avoir de pigmentation, c'est-à-dire être albinos. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la relation gène-protéine. On va aborder un exemple toujours de la drépanocytose. Ici, vous avez le début de l'allèle HLA, c'est-à-dire l'allèle normal. Ici, la protéine HBA, c'est-à-dire la protéine normale. Ici, l'allèle anormal, HBS, et ici, la protéine anormale. Donc, si on voit très bien, on a AT, TA. Donc, on va parler d'une substitution de A par T, donc au niveau de la séquence nucléotidique, bien sûr. Donc, le changement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire le gène, a causé un changement au niveau de la protéine, d'où la relation gène-protéine. Voilà, une application. Donc, des chercheurs ont travaillé sur Biddle et Tatum, ont travaillé sur Neurospora crassa. Donc, pour synthétiser l'arginine, il faut cette chaîne de transformation. On a un milieu minimum sel plus glucose plus de l'eau. Donc, l'enzyme numéro 1, l'enzyme numéro 2, l'enzyme numéro 3. Si tout se passe bien, il y aura synthèse autonome de l'arginine et le champignon peut vivre sans l'ajout d'arginine. Maintenant, ils ont procédé à ces expériences-là. Ils ont irradié la souche sauvage. Ils ont obtenu 3 souches. Prenons par exemple la souche C. S'il croît dans un milieu minimum, il n'y a pas de croissance. Si on la cultive, si on ajoute de l'ornithine, il n'y a pas de croissance. De la citrulline également, il n'y a pas de croissance. Mais si on lui ajoute de l'arginine, il y a croissance. Donc, ça montre bien que la mutation a provoqué une déficience au niveau d'une enzyme. Et cette enzyme-là est responsable d'un caractère donné, c'est-à-dire il n'est plus capable de synthétiser l'arginine. Donc, c'est un bon exemple également de relation gène-protéine. Voilà. Maintenant, récapitulons. Donc, vous avez la cellule qui contient toujours, bien sûr, ici un noyau. Le noyau, c'est le siège de l'information génétique porté par le chromosome. De nature chimique, ici, on a représenté la double hélice d'ADN. Voilà. Donc, au niveau de l'ADN, il y a les gènes. Les gènes sont représentés par plusieurs versions alléliques. Et au niveau du cytoplasme, il y a synthèse de la protéine, c'est-à-dire la séquence d'acides aminés. Et cette protéine-là, ou bien ces protéines-là vont donner plusieurs caractères héréditaires, la couleur des yeux, par exemple les groupes sanguins, etc., etc. Donc il y a une relation protéine-caractère, il y a une relation gène-protéine, et par conséquent, bien sûr, vous déduisez qu'il y a une relation entre le gène et le caractère. Maintenant, quels sont les mécanismes de cette expression de l'information génétique? Donc revenons à notre schéma de synthèse. La question qui se pose maintenant, c'est si l'information génétique est logée dans le noyau et la synthèse des protéines se fait au niveau du cytoplasme, quelle est la liaison ou bien quel est l'intermédiaire
entre le noyau où siège l'information génétique et le cytoplasme qui est l'atelier de fabrication des séquences nucléotidiques, à savoir les protéines. Voilà, donc des chercheurs ont essayé de comprendre ceci. Quelques-uns ont travaillé sur, par exemple, ici sur la paramécie, ils ont utilisé une molécule qui ressemble en quelque sorte à l'ADN, on va voir après la différence, qui est l'ARNM. Il est caractérisé par un nucléotide qu'on appelle l'uracile. Donc, vous voyez là l'expérience. On a cultivé des cellules dans un milieu riche en uracile radioactif. Le résultat, c'est que la radioactivité s'est retrouvée au niveau du noyau. Ça montre bien qu'il y a pénétration de l'uracile et par conséquent synthèse d'ARN au niveau du noyau. Après, on a enlevé le noyau et on l'a transféré dans une amibe énucléée et vous voyez bien que la radioactivité s'est retrouvée cette fois-ci au niveau du cytoplasme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'uracile va pénétrer dans le noyau, synthétiser l'ARNM et puis sortir vers le cytoplasme. Que fait l'ARNM dans le cytoplasme? Donc, avant cela, on va comparer l'ARN et l'ADN. Donc, comme vous savez, l'ADN, c'est une molécule en double brin, en double hélice, alors que l'ARNM est monobrin. Ça, c'est la première différence. Concernant le sucre de l'ADN, c'est un désoxyribose, C5H10O4, alors que dans l'ARNM, c'est un ribose, C5H10O5. Les bases azotées sont les mêmes, sauf qu'il y a l'uracile au niveau de l'ARNM et la thymine au niveau de l'ADN. Donc, trois différences principales. Quelques observations microscopiques à très haut agrandissement, par exemple ici 38 000 fois, peuvent montrer la formation de l'ARNM à partir de l'ADN. Donc voilà, c'est ce que vous voyez là. Maintenant, le mécanisme, c'est que d'abord, il faut ouvrir la double hélice de l'ADN. Il est réalisé par une enzyme qu'on appelle l'hélicase. Après, vient un autre complexe enzymatique qui est l'ARN polymérase, cette fois-ci, qui va en quelque sorte copier le brin transcrit et va synthétiser la molécule ou bien le brin d'ARNM en respectant la complémentarité. Devant un A de l'ADN, on va insérer un U. Devant un G de l'ADN, on va insérer un C, et ainsi de suite. Il faut faire attention, l'ARNM ne contient pas de U. Et comme ça, il y aura synthèse d'un ARNM qui est complémentaire au brin transcrit. Voilà, tout en respectant la complémentarité que je viens de citer. Et puisque cet ARNM va quitter le noyau vers le cytoplasme, donc il joue le rôle d'intermédiaire, on va l'appeler ARN messager. Voilà. Donc maintenant, la deuxième étape, c'est que Nirenberg a essayé en quelque sorte de faire une expérience historique pour comprendre comment à partir d'une molécule qui est faite de 4 lettres, le U, le A, le C et le G, on peut synthétiser 20 acides aminés différents. Ça, c'était le défi que voulait comprendre M. Nirenberg en 1960. Alors, pour cela, il a fabriqué un ARNM artificiel et il a mélangé dans des tubes à essai avec parfois de la phénylalanine, parfois de la proline, parfois de la glycine et ainsi de suite. Donc il tâtonne en quelque sorte. Donc maintenant les résultats, vous voyez, s'il utilise de l'ARNM constitué d'un poly-U, il aura une séquence de phénylalanine. L'ARNM, un poly-C, une séquence de proline et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le poly-U au niveau de l'ARNM, il est traduit en un polyphénylalanine au niveau de la protéine. Donc d'autres expériences se sont succédées pour en quelque sorte comprendre ce langage, ce passage du langage des nucléotides vers le passage vers le langage des acides aminés. Et le résultat, c'est l'obtention de ce tableau qu'on a appelé le code génétique. Donc on prend une lettre de la gauche, une lettre d'en haut et une lettre à droite et on constitue nos triplets qu'on appelle les codons. Donc il y a 64 codons avec le AUG, c'est le codon initiateur, donc, qui code toujours pour la méthionine, et c'est le seul qui code pour un seul acide aminé, alors que les autres triplets sont redondants. Et il faut faire attention, c'est qu'il y a des codons
qui ne signifient, qui ne codent pour aucun acide aminé, mais ils ont un rôle régulateur. On les appelle les codons stop. Ils ne codent pour aucun acide aminé, donc ils indiquent l'arrêt de la machinerie de fabrication de la protéine. Voilà. Donc maintenant, on va passer au mécanisme d'expression. Et donc les intervenants, il y a les ribosomes, formés de la petite sous-unité et la grande sous-unité. Il y a l'ARN transfert, il y a également l'ARNM, et ainsi de suite. Donc au bout d'un certain temps, on aura la synthèse de la chaîne nucléotidique. Mais comment? Donc il y a un modèle explicatif, on va simuler en quelque sorte. Une fois arrivé au cytoplasme, il y aura début d'une autre phase qu'on appelle la traduction. On va visionner une vidéo pour un petit peu comprendre comment se fait cette traduction. Donc ici vous avez l'ARNM qui est messager bien sûr, ça c'est le premier intervenant. Le deuxième, comme je viens de le dire, c'est le ribosome. Il est constitué d'une petite sous-unité et une grande sous-unité avec deux sites, le site P et le site A. Maintenant, le ribosome, il va se fixer sur l'ARNM, plus précisément sur le codon initiateur AUG. L'arrivée de l'ARN transfert I, initiateur qui porte toujours l'acide aminé numéro 1 qui est la méthionine, et arrivée de la grande sous-unité et le ribosome devient opérationnel. Cette étape, on l'appelle l'initiation. Maintenant, le déplacement du ribosome d'un codon, puis l'arrivée, cette fois-ci, de l'ARN transfert 2, porteuse de l'acide aminé numéro 2. Il y aura rupture de la liaison entre l'ARN transfert initiateur et l'acide numéro 1, l'acide aminé numéro 1, et formation d'une liaison peptidique, méthionine, acide aminé numéro 2. Ici, on a commencé ce qu'on appelle l'élongation, la phase d'élongation. L'opération va se répéter plusieurs fois, donc toujours déplacement du ribosome d'un codon, arrivée d'un ARN transfert, rupture de la liaison et fixation de notre acide aminé. Si on arrive maintenant à l'un des codons stop, UAA, UAG, UGA, le ribosome ne connaît aucun acide aminé et par conséquent, il ne va fixer aucun acide aminé. C'est ce qu'on appelle la terminaison. Récapitulons, donc la traduction comporte 3 étapes, l'initiation, l'élongation et la terminaison. Et comme ça, on est passé du gène à l'ARNM par transcription qui se fait au niveau du noyau et de l'ARNM à la protéine par traduction qui se fait au niveau du cytoplasme. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Prenez soin de vous. À la prochaine.